Bruges-la-Morte frappe l'imaginaire, c'est que l'œuvre symboliste se démarque par son caractère fragmenté. Au texte de Rodenbach se greffent dans l'édition originale publiée en 1892 35 simili-gravures, d'après les clichés des maisons Lévy et Nordin, après la diffusion du texte seul en feuilleton dans les colonnes du Figaro. Le roman met en scène Hugues Viane, un homme ayant choisi de vivre le deuil de son épouse dans la ville belge, accompagné de sa pieuse servante. Le choix de Bruges s'impose pour le protagoniste comme un endroit où la peine de son veuvage peut être actualisée dans les paysages. En effet, les canaux, les ponts et l'architecture médiévale se superposent à son propre paysage intérieur et le lecteur est amené à cheminer avec ce dernier au fil de ses promenades dans la ville, alors que les photographies font défiler cette dernière et la mélancolie des compositions photographiques de gris et de blanc tout autour. Donc, je vais prendre un petit moment pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air la photo dans Bruges-la-Morte. C'est un texte, un roman en fait illustré, photographique. C'est tout. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, toutefois, c'est un aspect particulier de l'œuvre et également un motif qui est de nombreuses fois représenté dans la littérature du 19e siècle, soit la chevelure. Baudelaire en fait un motif récurrent dans sa poésie et un univers passionné et exotique. Je cite le poème La chevelure. « Longtemps toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir, afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. » Maupassant, pour lui, en fait le sujet d'une célèbre nouvelle dénotant une étrange obsession à caractère sexuel et déviant, dont je cite maintenant un extrait. Je tournais la clé de l'armoire avec ce frémissement qu'on a en ouvrant la porte de la bien-aimée, car j'avais aux mains et au cœur un besoin confus, singulier, continu, sensuel, de tremper mes doigts dans ce ruisseau charmant de cheveux morts. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de trésors cachés qu'elle contienne ou pour sa douceur qui chatouille l'imaginaire des écrivains, la chevelure, féminine de surcroît, semble renfermer de nombreux secrets. Aujourd'hui, je propose une lecture de cette chevelure féminine, ici blonde et tressée, dans un des textes les plus importants de cette fin de siècle et qui, selon le maître du mouvement symboliste, Stéphane Mallarmé, reste le seul roman symboliste abouti de toute la production française. Dans 3 essais sur la théorie de la sexualité, publiés en 1905, Freud traite le fétichisme comme une aberration sexuelle, mais une aberration que l'on pourrait aujourd'hui qualifier d'acceptable dans le sens social du terme pour la personne qui en est affligée. Le fétichisme ne ressent souvent pas de honte à vivre avec cette soi-disant déviance, telle que la qualifiait Freud il y a plus de 100 ans. Pour comprendre la théorie de Freud, il faut comprendre comment ce dernier perçoit le désir sexuel. Donc, le fétichisme apparaît ainsi quand un sujet considère qu'un objet partiel, souvent non sexualisé dans les normes sociales, devient désirable sexuellement. Il s'établit alors un cas de substitut impropre de l'objet sexuel. Cheveux ou pieds, par exemple, une partie du corps ou même un objet inanimé, par métonymie, suggère et remplace un être entier comme objet de désir sexuel. Dans Bruges-la-Morte, la chevelure est un élément central qui se rapproche très certainement du fétichisme, comme je tenterai de le montrer. Commençons alors par observer comment l'auteur intègre le célèbre motif dans le récit. Le protagoniste perd son épouse alors que cette dernière est au seuil de la trentaine. Voulant garder souvenir d'elle, il coupe la natte de cheveux blonds de la défunte sur son lit de mort. Je cite le roman. Sur le cadavre gisant, Hugues avait coupé cette gerbe, tressée en longues nattes dans les derniers jours de la maladie. N'est-ce pas comme une pitié de la mort? Elle ruine tout, mais laisse intactes les chevelures. Les yeux, les lèvres, tout se brouille et s'effondre. Les cheveux ne se décolorent même pas. C'est en eux seuls qu'on se survit. Et plus tard dans le roman, la méthode particulière de conservation de la natte de cheveux est décrite. Je cite à nouveau le roman. Et pour l'abriter des contaminations, de l'air humide qu'il aurait pu déteindre ou en oxyder le métal, il avait eu cette idée naïve, si elle n'eût pas été attendrissante, de la mettre sous verre, écrin transparent, boîte de cristal où reposait la tresse nue qu'il allait chaque jour honorer. Pour Geneviève Scott, la qualité essentielle du coffret dans lequel repose la chevelure est sa transparence. Un coffret renfermant un objet garde un secret, de la même manière qu'un coffre au trésor. Le coffret de cristal, toutefois, laisse voir son contenu. De cette façon, le protagoniste garde un œil constamment sur l'objet, d'où sa propension à tomber dans un état où l'admiration côtoie le fétichisme. La chevelure remplace la femme, devient l'objet partiel tenant lieu de la totalité du désir conjugal. Je cite le texte. Le trésor conservé de cette chevelure intégrale qu'il n'avait point voulu enfermer dans quelques tiroirs de commode ou quelques coffrets obscurs, aimant mieux, puisqu'elle était toujours vivante, elle, et d'un or sans âge, la laisser étalée et visible comme la portion d'immortalité de son amour.
La femme étant morte, sa chevelure tient lieu d'elle chez le veuf et ce dernier, visiblement obnubilé par le précieux objet, en vient à être aux prises avec le démon de l'analogie. Ce deuil pathologique et non accompli fait en sorte que Vian, quand il rencontre au gré d'une promenade une femme nommée Jane, ressemblant étrangement à la défunte, sera amené à voir en elle non seulement une chevelure jumelle à celle qu'il vénère, mais il déplacera l'affect de la défunte à cette nouvelle femme qui remplace sa femme dans les moindres détails et dont la chevelure d'une gémellité trompeuse devient en quelque sorte celle qui repose dans le coffret de verre. Le fétichisme se traduit d'ailleurs, toujours chez Freud, par une pulsion de répétition, une véritable idée fixe qui en vient à influencer et à brouiller le regard et les perceptions de la réalité de ceux qui en sont affectés. Hugues Viane cherche ainsi chez les autres femmes les qualités de la défunte, dont la seule image n'étant pas dégradée par le temps reste la chevelure qu'il vénère. Le monde d'Hugues Viane, dépossédé, retrouve un certain sens dans cette relation renouvelée par la ressemblance entre Jane et la défunte. Je cite le texte, « La morte était devant lui. Elle cheminait, elle s'en allait. Il fallait marcher derrière elle, s'approcher, la regarder, boire ses yeux retrouvés, rallumer sa vie à ses cheveux qui étaient de la lumière. » Toutefois, quand Jane, devenue l'amante de Vian par sa seule qualité d'être le parfait double, dans l'esprit du veuf de la défunte, révèle à ce dernier qu'elle se teint les cheveux et qu'elle songe à arrêter de le faire, ce dernier la supplie de ne pas briser la ressemblance par laquelle il revit à travers elle sa relation avec sa femme. Nous pouvons ainsi conclure que la chevelure dans Bruges la morte, par métonymie, incarne la défunte, conserve la vie, contrairement au corps qui se désagrège avec le temps. Cette adoration d'un objet qui traverse le temps fait également basculer le protagoniste dans une adoration religieuse qui s'approche du traitement réservé aux reliques saintes. La ville de Bruges est riche de son aspect religieux, de ses béguinages et par conséquent des sœurs béguines voilées qui y demeurent. Il est alors intéressant de constater que le voile cachant les chevelures des béguines fait en sorte que l'objet fétiche de Viane en est caché, dissimulé, à la fois désiré et hors d'atteinte. Ce qui nous ramène d'ailleurs à cet aspect du désir interdit du fétichisme et à l'érotisme troublant de la chevelure, comme en décrivaient bien les textes de Maupassant et de Baudelaire bien avant Rodenbach. Hugues Viane conserve jalousement la chevelure de la défunte à l'abri des regards dans son coffret de cristal et refuse que Jane ne s'en approche. Il faut comprendre que cette dernière, danseuse de profession, n'arrive pas à atteindre l'état de sacralité de la morte. D'ailleurs, Jane, incarnation du double trompeur et certainement par extension du profane, court sans le savoir à sa perte quand elle consent à une relation avec Hugues Viane. À Bruges, on célèbre toujours le rituel de la procession du 500 chaque année au jour de l'Ascension et ce depuis le Moyen-Âge. On fait ainsi parader une relique de gouttes de sang coagulées du Christ dans la ville afin que tous puissent l'admirer. Alors que ce rituel sacré se déroule à l'extérieur de la demeure d'Hugues Viane, Jane ose toucher les objets reliquaires qu'il conserve dans ses salons de ses doigts profanes, comme il le mentionne lui-même. Le sacrilège ultime, cette profanation du sacré, viendra quand elle osera s'emparer de la natte de cheveux précieuse, chose que le veuf se refuse de faire. Je cite le texte. Il avait saisi la chevelure que Jane tenait toujours enroulée à son cou. Il voulut la reprendre. Il tira, serra autour du cou la tresse qui, tendue, était roide comme un câble. Jane ne riait plus. Étranglée, elle tomba. Cette obsession de la chevelure vient, pour ainsi dire, clore le récit, comme elle en est également le commencement. Hugues, d'ailleurs, livide devant son crime et sa victime, n'arrive plus à distinguer la vie de la mort. Je cite à nouveau le texte. Les deux femmes s'étaient identifiées en une seule. Si ressemblantes dans la vie, plus ressemblantes dans la mort, qui les avait faites de la même pâleur. Le cadavre de Jane, c'était le fantôme de la morte ancienne, visible là pour lui seul. Donc, le deuil compulsif d'Hugues, le déplacement de son affect envers la chevelure de la défunte sur la femme vivante ne peut conduire en cas de profanation qu'à une pulsion de mort, telle une pulsion de répétition, une idée fixe, condamnée à faire en sorte que le cycle se répète. Aveuglé par sa passion, son crime est finalement absous par les cloches retentissantes de la procession reliquaire qui se déroule au même moment, et je cite le texte pour une dernière fois. Et dans le silence, arrivant à un bruit de cloche, c'était fini le beau cortège. Merci.